Bonjour chers auditeurs, la question de la famille n'est pas autonome du fait économique, c'est une évidence, les parents le savent bien, ils doivent bien nourrir leur progéniture. Avoir des enfants, tout comme vivre, intègre nécessairement la personne dans l'économie. Mais ce qui fait l'intérêt de la démarche de mon invité, ce n'est pas de se demander si famille et économie sont liées, mais si la famille doit être un élément de décision dans la conduite de l'économie et de l'entreprise. Je reçois aujourd'hui Jean-Didier Lecaillon. Bonjour Jean-Didier Lecaillon. Bonjour Sophie et bonjour à vos auditeurs, à nos auditeurs. Vous êtes universitaire, professeur émérite d'économie à Paris 2 et vous êtes le récent auteur de La famille au cœur de l'économie, publié aux éditions Salvator. Un de vos précédents ouvrages, La famille source de prospérité, abordait déjà cette question des liens entre la famille et l'économie. Alors, ce livre va recevoir le prix Jean-Paul II ce soir. Un des récipiendaires précédents était le cardinal Sarah, ce qui est une belle reconnaissance du travail que vous menez. De quoi s'agit-il? Quel est ce prix? Quelle est son origine? Quel est l'objectif? Alors, je vais le découvrir ce soir peut-être, mais je me suis renseigné, j'ai été voir sur le site. J'ignorais l'existence de ce prix qui me touche beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Mais j'ai eu au téléphone le président du jury qui m'a expliqué qu'en fait, ce prix a été créé il y a quelques années pour défendre, promouvoir la pensée, non pas de Jean-Didier Lecaillon, mais du pape Jean-Paul II, et qui s'est beaucoup intéressé à la famille. Donc je pense que c'est une raison suffisante de récompenser un ouvrage qui s'intéresse à la famille. Du moins, c'est comme ça que j'interprète cet honneur. Parce que dans votre réflexion, vous avez une dimension économique, mais aussi une dimension à la fois culturelle et vous vous appuyez sur l'enseignement social de l'Église. Alors, c'est ce que je vais dire ce soir, c'est une première là, que vous m'incitez à faire. Je pense que la remise de ce prix, pour moi, c'est une manifestation concrète de ce qu'est foi et raison, autre référence à Jean-Paul II, puisqu'il est l'auteur d'une encyclique sur la complémentarité de la foi et de la raison. Dans mon livre, je ne parle que d'économie. Et pourtant, je m'appuie effectivement sur la doctrine sociale de l'Église pour en apprécier la pertinence et la portée, et recevoir ce prix, qu'un livre d'économie soit mis pas la responsabilité, mais sous la tutelle, ou je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tous les cas, sous l'aura de Jean-Paul II, qui représente la foi bien mieux que moi. Moi, je suis la raison, et le pape Jean-Paul II, c'est la foi. Je trouve ça pas mal, finalement. C'est une belle alliance. C'est une belle alliance, oui. Voilà. Jean-Paul voilà, II, Jean-Didier Lecaillon. N'est-ce pas? Voilà. Pour résumer, de façon maladroite, mais je pense que vous comprendront, c'est foi et raison. Non, mais c'est parce que, à propos du livre, j'ai eu du mal à trouver un éditeur, les uns me disant qu'il est trop catho, et les autres me disant qu'il est trop économique. En fait, à part le préambule, il est strictement économique, c'est ma discipline. Mais je réponds à Jean-Paul II qui nous dit « Vous les savants, je ne vous demande pas de faire de la théologie, de la morale, de la religion, je vous demande de faire de la science. » Ma discipline faire votre scientifique, métier en fait. Mon métier, c'est de faire de l'économie. Donc, je prends un sujet qui intéresse l'Église, certes, donc les croyants, qui n'ont peut-être pas besoin de mes arguments d'économiste, mais pour voir dans quelle mesure la raison, de simples arguments de raison, justifierait qu'on s'intéresse beaucoup plus à la famille, voire qu'on la remette au centre, au cœur de l'économie, ce qui est le propos du livre. Ce qui est exactement le propos du livre, et ce que je trouve très intéressant, parce que la question de la famille est souvent abordée en voyant les individus comme des consommateurs, des bénéficiaires de biens, des bénéficiaires de prestations sociales, et en fait, j'aime bien votre manière de renverser la manière de voir les choses en vous interrogeant. Alors, vous ne cherchez pas à renverser la table, hein, comme on le dit actuellement, c'est un peu l'expression à la mode. Mais vous vous interrogez sur les conditions pour que l'économie soit au service de l'homme. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans votre démarche. Écoutez, je pose d'emblée, puisque c'est au début du livre, une distinction qui ne m'appartient pas, mais que j'essaie de reformuler à ma manière, s'agissant de la société, parce qu'après tout, l'économie s'intéresse à l'organisation de la société et à l'action humaine, comme disait un grand économiste, pour quel choix on fait, etc. Si on y réfléchit bien, et en toute simplicité, la société est composée de différents ordres. Ces ordres sont
complémentaires et il peut y avoir des superpositions. Mais les trois sont indispensables. Ils sont complémentaires. Donc, Ouais. s'il n'y a pas d'équilibre entre les trois, ça ne marche pas. Les trois ordres sont, pour aller vite, l'ordre politique. Quelle est la qualité qu'il faut avoir dans cet ordre-là? C'est la discipline, le respect de la loi, tout simplement. L'ordre que beaucoup appellent l'ordre économique, mais que je ne veux pas appeler l'ordre économique, vous allez comprendre pourquoi. J'appelle ça l'ordre marchand. Quelle est la qualité dont il faut faire preuve dans l'ordre marchand? C'est la confiance. Je passe un contrat avec quelqu'un d'autre à travers le marché, l'ordre marchand pour dire l'échange à travers le marché. Je dois avoir confiance en l'autre. Et il y a un troisième ordre, c'est l'ordre communautaire. Qu'est-ce qui préside à l'ordre communautaire? C'est l'amour, c'est la gratuité. Alors, chacun d'entre nous va penser, la famille, c'est l'ordre communautaire. Eh bien non. Si on y réfléchit bien, la famille, elle est concernée par l'ordre politique, nous sommes tous citoyens. Et on parlera peut-être tout à l'heure de politique familiale, c'est bien de l'ordre politique. Oui. L'entreprise est concernée. Du moins, la famille est concernée par l'entreprise. Nous sommes tous, nous agissons à un moment de notre vie dans l'entreprise et nous participons à l'ordre marchand. Nous achetons, nous échangeons, vendons, tout simplement. Donc, nous sommes concernés par l'ordre marchand. Et bien entendu, la famille, là je n'insiste pas, est concernée par l'ordre communautaire. Mais il en est de même de l'économie. L'État, le politique fait de l'économie. Pour l'ordre marchand, ça va de soi que ça concerne les entreprises. Et les communautés, dont les familles, interviennent dans l'économie. Donc on a l'économie et la famille sont concernés par les trois ordres. Et donc elles vont assurer en quelque sorte le lien entre ces trois ordres. Si on privilégie l'ordre politique, c'est la dictature. Si on privilégie l'ordre marchand, c'est la froide mécanisation de la vie marchande, sans éléments de gratuité, d'amour, etc. Et si on privilégie l'ordre communautaire, c'est par exemple la théocratie, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Donc il faut, si on veut qu'il y ait un peu de gratuité dans l'économie, et je suis de ceux qui pensent que dans l'ordre marchand, il peut y avoir de la gratuité. Dans l'entreprise, il y a de la gratuité. Mais il y a de la gratuité, ne serait-ce que dans la manière dont on se comporte vis-à-vis de des personnes auxquelles avec lesquelles on est concerné. Par exemple, un patron ou un responsable d'une équipe qui reçoit un jeune pour lui expliquer comment fonctionne le métier, il n'attend rien en retour, et pourtant c'est une part de don qu'il accepte dans son C'est pour ça que je fais la distinction entre l'ordre marchand et l'ordre économique. L'économie concerne toute la société, l'ordre marchand n'est qu'une partie de l'échange, l'échange qui se déroule à travers le marché. Mais il y a des échanges qui sont non marchands. C'est d'ailleurs reconnu. Quand on veut mesurer la production, on parle du PIB, produit intérieur brut. Mais peut-être que nos auditeurs ne font pas la distinction, mais dans le PIB, il y a une partie non marchande. Alors, la partie marchande, c'est simple, il y a un prix. C'est pour ça qu'on dit marchand, c'est il y a un prix, le prix de marché. Et donc, pour mesurer la valeur de cet échange, on passe par le prix. Mais il y a plein d'échanges qui ne font pas l'objet d'un prix de marché. Est-ce que ça veut dire que ça ne vaut rien? Et qui rentre dans le PIB. Alors, une partie rentre dans le PIB, mais pas tout. Et ça va revenir. Et ce qui est fait au sein de la famille ne rentre pas dans le PIB. Mais moi, qui suis professeur des universités, le service que je produis, j'espère que je produis un service. Une formation, au moins une formation. Une formation, c'est un bien immatériel. Je forme des jeunes à l'économie. Je suis payé. Mes étudiants ne me payent pas. Ça n'a pas de prix, ça ne vaut rien. Combien ça vaut? C'est inclus dans le PIB. C'est le PIB non marchand. Comment on fait? On dit combien ça coûte. On dit, voilà, l'intervention du professeur Lecaillon, ça coûte tant. Donc, la création de richesse qu'il a réalisée, ça vaut tant. Et c'est dans le PIB, ce qu'on appelle le PIB non marchand. Donc, techniquement, on sait faire. Maintenant, si j'éduque mes enfants à l'économie, au sein de la propre famille, oui. Là, ça vaut rien. Ça vaut rien. Aujourd'hui, en comptabilité nationale, tout ce que je fais en termes de formation de mes enfants ne vaut rien. Si vous faites l'école à la maison, vous contribuez à créer de la richesse, puisque vous éduquez des jeunes. Si vous les confiez à des instituteurs dans le public ou dans le privé, ils sont rémunérés, c'est dans le PIB. Si vous le faites pour vos propres enfants, ça ne vaut rien. Est-ce que c'est juste? Je ne pense pas.
Est-ce que c'est efficace? Non, parce que c'est du gaspillage. Finalement, la formation qu'une mère ou un père de famille fait à ses propres enfants dans le cadre de l'école à la maison, ça coûte moins cher à l'État, c'est une économie pour l'État, et c'est considéré comme ne valant rien du tout. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve, en tant qu'économiste, que on perd en efficacité, et c'est pas juste. Alors, on peut aborder ce sujet que j'avais prévu de voir plus tard, mais c'est intéressant de se poser la question. Ça voudrait dire qu'il y a des actions que l'on mène qui rentrent dans les calculs de la richesse de la nation et d'autres qui n'y rentrent pas. Oui, et pourquoi? Alors là, est-ce que ça serait possible de faire autrement? Alors, oui, ce serait possible de faire autrement. Oui, il faudrait faire autrement, et on ne le fait pas correctement. Mais ceci étant dit, ça ne me surprend pas. Un professeur des universités, il est enseignant-chercheur. Donc, on connaît surtout la phase enseignant, donc j'enseigne, et puis on fait de la recherche. Et en matière économique, on a encore de grands progrès à faire. La question que vous posez, derrière, il y a celle de l'évaluation de la richesse, de la production. Au cours de l'histoire, je ne vais pas faire un cours ce matin, la notion de production a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on mesure la production à travers ce fameux PIB dont je parlais tout à l'heure. Comment on fait? On distingue différents groupes qui ont une fonction principale et qui est leur seule fonction. Qui est-ce qui produit aujourd'hui en France? Les entreprises. Je suis d'accord, c'est évidemment l'essentiel. Donc on regarde tout ce qui est fait au sein de l'entreprise. Les familles, elles, sont dans le groupe des ménages. Les économistes ne parlent pas de famille, ils parlent de ménages, et c'est à l'intérieur des ménages qu'il y a ce qu'on appelle des ménages familiaux, c'est-à-dire l'idée que vous, moi, on se fait de la famille, c'est 60% des ménages. Ça veut dire qu'il y a 40% des ménages qui ne sont pas des familles, ce sont des célibataires, ce sont des colocataires. Oui, tout à fait. Quelle est la fonction principale d'un ménage? Écoutez bien, c'est consommer. À aucun moment, on ne dit que le ménage produit. Ce sont les entreprises qui produisent. Donc, en fait, on regarde la famille uniquement comme un lieu de consommation. Ça change quoi? Et ça, je l'ai expérimenté au cours de ma carrière quand j'ai rencontré des hommes politiques qui me consultaient lorsqu'ils étaient dans l'opposition pour me dire « on est intéressé par la famille, il faut la soutenir, qu'est-ce que vous proposez ?» Quand j'allais les voir lorsqu'ils étaient dans la majorité, eh bien, ils me disaient « nous sommes toujours pour la famille, mais ça coûte cher. » Et Parce qu'en fait, ça n'est jamais considéré comme un investissement. Parce que ça n'est jamais considéré comme un investissement, puisqu'on ne considère que l'aspect consommation de la famille. Et c'est vrai que quand on étudie la consommation, on regarde combien ça coûte, alors que quand on regarde un investissement, comptablement, c'est les mêmes sommes, mais on regarde combien ça rapporte. Et moi, je répondais aux hommes politiques, vous avez tort, la famille ne coûte pas cher, elle coûte très cher. Mais si vous regardiez la famille comme un lieu d'investissement, vous ne regarderiez pas le coût, vous regarderiez ce que ça rapporte. Et ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte. Est-ce qu'on ne voit pas en creux lorsque la famille est déficiente? C'est-à-dire qu'un enfant qui doit être placé par décision de justice parce que parce que les parents ne sont pas en mesure d'assurer de manière satisfaisante l'éducation de leurs enfants, on les place par décision de justice. Oui. Et là, le coût d'un enfant placé est bien supérieur, sans compter les défaillances affectives, etc., qui ont des conséquences à très long terme. C'est là où on se rend compte du coût d'une famille qui ne fonctionne pas. Alors, je l'aborde également dans l'ouvrage, mais plutôt sur la fin, puisque l'objet de l'ouvrage est de bien montrer, en introduisant des notions plus récentes dans la théorie économique, qu'il y a une production de richesse au sein de la famille qui n'est pas comptabilisée, mais qui est réelle. Je l'appelle une réalité ignorée. C'est-à-dire, elle existe, cette richesse, mais on ne la mesure pas. Donc, la première réforme à faire, c'est de se dire, il faudrait peut-être la mesurer. C'est compliqué, mais en ordre de grandeur, on s'apercevrait que de toutes les manières, on ne va pas discuter à l'euro près, c'est très important. Et dans la troisième partie, je me dis, bon, l'avenir peut-il être prometteur? Il faut toujours finir par un message d'espérance et positif. Et je commence par traiter des ruptures familiales, de la dislocation familiale. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors, on ne va pas interdire les séparations. Dans certains cas, d'ailleurs, ne nous l'aurons pas, elles peuvent être souhaitables. Mais qui est-ce qui subit les conséquences de la séparation? Les intéressés d'abord, les enfants, beaucoup. Et là, on a des études chiffrées qui montrent que les enfants
qui subissent, alors ça dépend de l'âge, donc il faudrait rentrer dans le détail des enquêtes, on ne va pas le faire ce matin, mais les conséquences ne sont pas les mêmes selon l'âge de l'enfant au moment de la séparation, mais en termes de revenus futurs, en termes d'études, etc., globalement et en moyenne, ça ne veut pas dire que si vous êtes enfant d'une famille séparée, vous êtes damné, et si vous êtes dans une famille stable, vous êtes sauvé sans rien faire, bien entendu. Il ne faut pas non plus simplifier la question à outrance. Mais on voit bien que les ruptures familiales, statistiquement, ça coûte cher. C'est pour ça que là, mais en citant des travaux qui ne sont pas des travaux personnels, mon travail a plutôt consisté à me servir de nombreuses études, de montrer que la prévention, c'est quoi la prévention par rapport à votre question ? C'est accompagner les familles qui sont sur le point de se séparer pour essayer autant que faire se peut, peut-être, de retarder le moment ou peut-être de l'éviter. Et ça marche pas mal, le conseil conjugal, vous savez. Ça marche. Ah oui, c'est assez efficace. Mais est-ce que certains pays ont fait cette démarche de se poser la question du coût de l'investissement dans la famille, ou est-ce que tous les pays restent à peu près sur des démarches qui font de la famille un objet de consommation finalement ? Alors oui, en général. Alors, la France a longtemps été un modèle, une référence en matière de politique familiale. Ça, c'est du passé. Maintenant, la France conserve des mesures de politique familiale. Je les trouve insuffisantes et elles mériteraient d'être réactualisées. Au moins, sur le revenu, ça n'existe pas dans tous les pays. Voilà, par exemple, sur le quotient familial, n'existe pas dans d'autres pays. Ouais. Donc, il y a des choses bonnes, mais disons que la tendance, si je regarde les choses en évolution, la politique familiale française est de plus en plus édulcorée, et de moins en moins familiale, et de plus en plus sociale. J'utilise le terme social en termes d'assistance, de welfare state. Oui, soutien à la c'est plus une politique familiale. Alors, il y a d'autres pays, des pays d'Europe du Nord, ou d'Europe de l'Est, qui effectivement semblent avoir bien pris conscience de la nécessité d'investir dans la famille. Et donc, on a des exemples dans d'autres pays, mais il y a du travail. Moi, mon ambition future, mais c'est pas moi qui le ferai, c'est qu'un éditeur se dise, tiens, il faudrait que ce livre soit publié dans d'autres langues, en anglais en particulier, puisque ça semble être une langue pas universelle, mais enfin qui est la plus ne faites pas semblant de croire que l'anglais n'est pas utilisé dans la recherche. Si, il est très utilisé, donc il faudrait que ce livre soit traduit en anglais, en fait. Vous voyez, je suis invité à parler au mois de juin devant un sous-groupe de démographie et famille de députés européens, et on m'a dit, mais il faudra que ça soit en anglais. Et vous voyez comme j'hésite à vous répondre en français, parce que je crois qu'il faut être nuancé, on répond toujours trop rapidement, et sur un sujet comme la famille, c'est délicat. Mais alors, en anglais, vous penserez à moi au mois de juin quand je serai devant ces députés de différents pays et qu'il faudra que je vous dise la même chose en anglais. Vous devez avoir l'expérience quand même. Oui, non, mais enfin, vous savez, dans mon métier, on doit lire l'anglais, c'est indispensable. Après, à la radio, ça ne se voit pas, mais j'ai des cheveux blancs et donc je suis d'une génération où on ne maîtrise pas toujours aussi bien qu'il le faudrait l'anglais. Pour vous, est-ce que la famille devrait être un sujet d'étude distinct des personnes qui la constituent ? Oui, bien sûr. Parce que on a quand même tendance à individualiser la manière de percevoir la société. Et donc, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une démarche d'étude globale de la famille ? Mais on est vraiment au cœur du sujet, parce qu'on a parlé de la consommation, et maintenant, vous parlez de l'individualisation. Et on s'ouvre une société consumériste, c'est-à-dire on ne regarde que la consommation, donc que ce que ça coûte, c'est-à-dire l'immédiat. C'est quoi la consommation ? C'est la satisfaction immédiate. Je suis pour la consommation. Mais ça ne suffit pas. En gros, c'est ce que je disais en introduction. Oui. La préoccupation de la famille, c'est quand même déjà de nourrir ses enfants. Et donc, effectivement, on est dans une démarche de consommation. Sauf si on a son potager, ses vaches. Oui, mais c'est aussi d'éduquer ses enfants, non ? Minimum. Et ça, c'est Peggy qui le dit, c'est pas le professeur Le Caillon. Les parents sont les aventuriers des temps modernes. C'est quoi un aventurier ? C'est un entrepreneur. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui se projette dans le futur, qui prend des risques, qui n'est pas assuré de réussir, et on échoue de temps en temps. C'est le principe de l'investissement. Et c'est pour ça que je parlais de rentabilité. Tous les investissements ne sont pas rentables, mais si on savait a priori quels investissements il faut faire, évidemment, il y aurait des problèmes. Les enfants ne sont pas des machines, donc ce serait consommation, on y a insisté. Individualisation, la formule n'est pas de moi. On dit, la famille, c'est la cellule de base de la société. Tout le monde le dit, dans tous les bords politiques. Et quand on me le dit, je m'arrête, je dis, vous avez dit, la famille est la cellule de base de la société ? Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par là ? Cellule. La cellule, c'est l'unité, c'est l'unité. On ne dit pas que c'est l'individu.
l'unité de base. On dit que c'est la famille de base, c'est-à-dire c'est le fondement. La famille constituée est la base de la société. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que l'individu, il est seul, alors que nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire des êtres de relation. C'est ce qui fait la différence entre un individu et une personne. Je deviens une personne à partir du moment où je crée la relation. En économie, si on ne crée pas de relation, il n'y a pas d'échange et il n'y a plus de sujet, si je puis dire. Donc l'économiste ne peut être qu'intéressé par l'autre. L'économiste que je citais tout à l'heure, von Mises, il a écrit un livre sur l'action humaine. Et il explique qu'en fait, on agit en relation avec les autres. Donc si vous réduisez la société à un agglomérat d'individus, c'est plus la cellule de base. Et j'ai fait partie d'un comité, le comité présidé par la magistrate Hélène Gisserot, c'était dans les années 80, milieu des années 90, où il y avait il y avait un sociologue, un démographe, une juriste, l'économiste de service que j'étais, et on a travaillé longtemps sur la conférence de la famille. Et le sociologue de service m'expliquait très tranquillement qu'il avait une conception individualiste de la famille. C'est-à-dire, pour lui, la famille, ce sont des individus qui se réunissent quand il y va de leur intérêt, et quand leur intérêt n'est plus assuré par l'autre, ils reprennent leur liberté. C'est ce qui se passe très souvent, d'ailleurs. Oui, mais c'est une conception individualiste de la famille. Oui. Et là, la France ne l'a pas encore. En fiscalité, vous l'avez cité, le quotient familial. La fiscalité était, je crains que ça soit de moins en moins vrai, avec l'impôt à la source, ça va disparaître, ça. Mais c'était le foyer fiscal dont on appréciait la capacité contributive. Ce n'était pas l'individu. Donc il y avait bien une reconnaissance de la famille comme institution. Mais c'était le mariage civil, j'entends, qui assurait la fondation de cette institution familiale. Aujourd'hui, le mariage a perdu cette dimension. Le mariage, c'est une opération que je qualifierais d'ordre patrimonial. C'est pour gérer le patrimoine. Hein, oui. Et donc, c'est pour éviter les problèmes au moment du décès. Exactement. Oui. Mais on a perdu le fait qu'en se mariant, on crée une nouvelle institution, on dépassait l'individu pour créer une cellule de base, dont le rôle n'était pas que de consommer, mais aussi d'investir dans ce fameux, je vais employer le jargon des économistes, mais on parle, et ça c'est récent dans la théorie économique, c'est pour ça que je le développe beaucoup dans mon livre, c'est que les économistes se sont aperçus, quelle que soit leur croyance par ailleurs, que ce qui était à l'origine de la richesse était le capital humain. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans l'émission Culture et Éducation de Sophie Rouberti. Je reçois aujourd'hui Jean-Didier Lecaillan, professeur d'économie, à propos de son livre « La famille au cœur de l'économie ». Alors, juste avant la pause musicale, nous allions parler de capital humain. Alors, c'est pas utilitariste de parler de la famille comme de la constitution d'un capital humain? Alors, je n'en parle pas comme la constitution, je dis qu'elle contribue, entre autres, mais elle contribue à la formation de ce capital humain. Alors, à quoi pensez-vous quand vous parlez de capital humain? Alors, c'est pas juste la reconstitution de la force de travail? Non, pas du tout. C'est très large, le capital humain. Pour aller vite, c'est, disons, c'est l'éducation, c'est la formation. En fait, un être humain, quand il naît, c'est un consommateur. C'est un consommateur. Parce que dès le premier instant de sa vie, il a besoin d'être nourri, logé, vêti, etc. Bon. Il ne produit rien. Le papa que je suis vous dira que le premier sourire est pour lui et que les premiers mots, c'est de dire papa, évidemment, même si c'est un borborime, etc. Mais ce que veut dire que, en termes, c'est un consommateur. Quand est-ce que nous devenons autonomes et donc libres? Longtemps après. Longtemps après. C'est une mère de famille qui le dit. C'est à l'issue d'un long apprentissage. L'être humain, effectivement, nécessite de nombreuses années pour devenir un producteur. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur? C'est un être qui est capable de subvenir à ses propres besoins, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. Donc on passe du consommateur strict à consommateur-producteur quand on devient actif. Est-ce qu'on reste un producteur toute sa vie? Non, il arrive un moment où, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus de travail, parce qu'on est à la retraite, eh bien, on continue à consommer, et on ne produit plus. Donc, comment ça peut marcher, cette histoire-là? Ça ne peut marcher, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut consommer sans produire? C'est qu'on compte sur les autres. Et c'est quand on est adulte, actif, disent les économistes, qu'on contribue à produire de la richesse, et ceci nécessite une formation, une éducation.
techniques, des compétences. Les chefs d'entreprise qui peuvent nous écouter reconnaîtront qu'ils sont bien contents d'avoir sur le marché du travail des gens qui ont des compétences techniques, mais pas seulement, des compétences intellectuelles, esprit de synthèse, esprit d'analyse, voire des compétences morales, le respect de l'autre, le savoir-être, l'empathie, le savoir-vivre. Tout ça fait partie de... Ça s'acquiert. Si on part d'une anthropologie, si je puis dire, qui m'apparaît nécessaire en tant qu'économiste, toute économie a une anthropologie, eh bien, l'être humain, il a une nature humaine, et la famille est naturelle, elle précède la construction de la société, et ensuite il y a la culture. La culture, c'est ce qui s'acquiert. La nature, c'est ce qui est inné, et la culture, c'est ce qui s'acquiert. Et bien donc, et l'être humain, il acquiert sa culture au bout d'un certain temps. D'abord au sein de la famille, et puis ensuite, au-delà. Et c'est cette formation-là que j'appelle, enfin, pas moi qui l'appelle, qu'on appelle le capital humain, qui s'acquiert d'abord dans la famille, et après, et au-delà, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que la famille qui forme du capital humain, mais elle en forme beaucoup. Pourquoi je développe cela ? Parce que les économistes qui étudient, eux, la croissance économique, la création de richesses, la production, comment mieux satisfaire les besoins, dont la consommation, pendant longtemps, on a dit, qu'est-ce qui crée la richesse ? C'est la terre. C'est de la terre que vient la richesse. Et c'est vrai que les hommes préhistoriques, d'où tiraient-ils la consommation ? Les baies sauvages qu'ils trouvaient dans la nature. Puis après, ils se sont installés et ils ont développé l'agriculture, c'est-à-dire par leur travail, ils ont amélioré. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire économique, mais on s'est dit, tiens, la terre produit pas mal. Puis on s'est dit, il n'y a pas que la terre, il y a le capital physique, les outils. Si j'ai une pelle, je vais aller plus vite pour creuser le trou nécessaire pour satisfaire tel ou tel besoin. Donc, on a dit, il y a la terre et il y a le capital. Puis après, on a introduit le progrès technique, etc. Je vais toujours très vite. Puis un jour, mais c'est pas si vieux, c'est dans la seconde partie du siècle dernier que certains économistes se sont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un facteur de richesse qui serait l'éducation, la formation, le capital humain ? Et les théories les plus récentes de la croissance économique ont insisté sur l'importance du capital humain qui, contrairement à la terre, voire au capital physique, a des rendements décroissants. Le capital humain, il a des rendements croissants. Il y a de nombreuses théories qu'il développe. J'en retiendrai une seule, c'est la théorie des idées. Si j'ai une idée, elle va produire de la richesse, mais elle va aussi, cette idée, être prise par d'autres, créer d'autres richesses. Ça se multiplie. Et donc, quand on partage une idée, elle existe toujours et tout le monde en bénéficie. C'est comme l'amour. Voilà. Moi, je dis pas j'ai tant d'enfants, j'ai dit j'ai N fois un enfant. Chaque enfant est différent. Et c'est pas parce que j'en ai plusieurs que mon amour s'est partagé entre ces plusieurs qui en ont moins. Je veux dire qu'un père de famille qui a un enfant unique aime son enfant totalement, et s'il a un deuxième enfant, il ne va pas moins aimer le premier, il va l'aimer autant qu'avant, et le suivant également. Donc ça se multiplie, ce qu'on appelle des rendements croissants. Et ça, c'est un facteur d'enrichissement extraordinaire, il y a des perspectives extraordinaires. Et la famille contribue beaucoup à la formation de ce capital humain. Alors, dans le livre, je pose le problème de savoir comment ça peut se mesurer, c'est très compliqué. C'est déjà en partie pris en compte à travers une vision un peu utilitariste je ne perds pas de vue votre question, du capital humain, c'est-à-dire comment on va le mesurer. Alors aujourd'hui, on le mesure, c'est pas faux, mais c'est partiel, en disant, si j'acquiers une formation, une compétence qui me permet d'être plus productive, eh bien, j'aurai un revenu supplémentaire. Et alors, on va regarder, par exemple, un diplômé, combien il gagne de plus qu'un non-diplômé. Donc là, c'est facile à calculer. Et c'est facile à calculer, ça, et on comprend très bien. Mais il n'y a pas que cela. Justement, il ne faut pas que ça soit utilitariste et que productiviste. Il y a du capital humain productiviste, il y a du capital humain nécessaire pour le développement de la société. Et c'est celui-là que j'aimerais que l'on prenne aussi en compte. On parle d'incivilité. D'où ça vient ? D'un manque d'éducation au sein de la famille. Donc si on aide les familles à être plus stables, à permettre à l'enfant d'épanouir ses capacités, comme le dit la doctrine sociale de l'Église d'ailleurs, c'est très curieux. J'ai trouvé dans la doctrine sociale de l'Église, alors je suis économiste, une définition de la famille qui est bien plus précise que celle que j'ai critiquée tout à l'heure des économistes qui disent c'est uniquement des consommateurs. Dans la doctrine sociale de l'Église, je résume, on dit que la famille, c'est le don réciproque d'un homme et d'une femme, ça en matière de natalité et de production d'hommes, c'est assez efficace. On n'a pas encore trouvé mieux. Fondé sur le mariage, on va me dire qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Parce qu'on s'aperçoit que la stabilité.
la stabilité. Donc, ça va assurer, pour un investissement long comme celui dont on parlait tout à l'heure, une vingtaine d'années, la stabilité est nécessaire, qui va créer, ce don réciproque va créer le lieu nécessaire à la naissance d'abord et à l'épanouissement des capacités de l'être humain. Donc, ça veut dire que la politique familiale ne peut pas être une politique nataliste, il ne suffit pas de produire des enfants, il faut aussi les former, c'est le fameux capital humain. Alors, cette notion de capital humain, elle a été beaucoup critiquée, mais il faut rappeler le sens du terme capital, ça vient de caput, la tête, ça veut dire c'est ce qui est essentiel. Et dire que l'humain est essentiel, c'est une manière de dire que l'homme est essentiel au bon fonctionnement de l'économie. C'est plein de bon sens, finalement. Mais l'économie, c'est du bon sens, vous savez. L'économie, c'est du bon sens. Si on regarde les choses, si on pose un problème bien posé est à moitié résolu. Si on pose bien le problème de la famille en disant c'est pas qu'un lieu de consommation, c'est aussi un lieu de production, la suite s'enchaîne. Est-ce que des études permettent de faire un lien entre la croissance démographique et la croissance économique ? Bien sûr. Alors là, vous parlez de la démographie, donc j'ai parlé de la naissance. C'est un peu lié quand même. Complètement. Ça, c'est la première partie de l'ouvrage. La première partie de l'ouvrage, c'est un défi à relever. C'est quoi le défi ? C'est que le monde occidental ne fait pas assez d'enfants. Alors vous allez me dire, on ne fait pas des enfants pour rendre service au monde occidental, ni même d'ailleurs à la société, oui, demander aux ni même à jeunes couples, l'entreprise. Généralement, c'est quand même pas pour la croissance économique. Je suis d'accord, mais c'est quand même une bonne chose. Oui, mais ça, on sait le traiter parce que c'est ce qu'on appelle en économie une externalité positive. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une externalité ? C'est quand je fais quelque chose, il se peut qu'il y ait simultanément quelque chose de bon ou de mauvais. Si c'est bon, on dit c'est positif, si c'est mauvais, c'est négatif. Donc il y a des externalités négatives. La pollution, externalité négative. Je ne connais pas une seule entreprise qui a comme finalité de produire des désagréments dans l'atmosphère, polluer. J'en connais pas. Simplement, il y a des entreprises qui, pour produire, externalité négative. On sait traiter ça en économie. Et il y a des externalités positives. Quand des parents décident d'avoir un enfant, ils ne le font pas pour la société, ils ne le font même pas pour l'entreprise qui, dans 20 ans, sera bien contente d'embaucher les enfants en question. Ils le font par amour. Ni même pour leur retraite. Ni même. Par amour, la gratuité, j'en ai parlé. Mais le fait qu'ils le fassent bien bénéficie aussi à la société. Et je reviens à votre question. On a démontré que la croissance, le dynamisme démographique était non pas une condition suffisante, écoutez bien, mais une condition nécessaire pour assurer le développement économique. C'est-à-dire on ne connaît pas de société qui se développe sans croissance démographique, ce qui ne veut pas dire que la croissance démographique assure le développement. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Et ça, alors là, du point de vue du lien entre croissance économique et dynamisme démographique, le lien est assuré. La croissance démographique est nécessaire au développement économique. Ce qui veut dire que la situation dans laquelle on se trouve actuellement depuis quelques années en France n'est pas bon signe pour la croissance économique à venir. Elle est même, quand je dis un défi à relever, c'est que notre défi, c'est d'essayer de renverser la tendance. C'est ça notre défi. Donc il faut... Alors, les politiques familiales dont on parlait tout à l'heure sont souvent justifiées par cette nécessité de produire plus d'enfants. Et là, je ne dénonce pas cela, mais je dis, attention, il ne suffit pas de produire des enfants. Là, c'est utilitariste. Là, c'est utilitariste. Parce qu'une fois qu'ils sont nés, les enfants... Ils ne sont pas que consommateurs et qu'il faut les éduquer. Oui. Ils ne sont pas producteurs, non. Et donc il faut les former. Et c'est pour ça que le recours à l'immigration est une fausse solution. Pourquoi ? Parce qu'on dit, mais c'est pas grave, on fera venir... C'est la fable. Enfin, on est cigale et on est fourmi. Dans le monde occidental, on est cigale. Ça coûte cher d'élever des enfants, d'avoir des enfants, ça coûte cher. On ne va pas en avoir. C'est pas grave. On va prendre les autres. On va prendre ceux des autres, de ceux qui ont été fourmis. Mais moi, je trouve que c'est injurieux. De deux choses l'une. Ou vous prenez les enfants des autres formés, c'est-à-dire ils ont payé la formation et c'est du vol. Ou alors, vous faites venir des gens qui ne sont pas formés. Et le problème est donc ramené au point de départ. Une fois qu'ils sont là, il faut que je les forme. C'est ce qu'on appelle la nécessité de l'assimilation, de l'intégration, etc. Et ça coûte, on va dire, ça coûte cher. Donc, si on ne produit pas d'enfants et si on ne les éduque pas, si on ne forme pas du capital humain, on ne développe pas l'économie. La famille est au cœur de l'économie. On revient
On vient au C'est pas un cœur data. même de votre livre. On se retrouve dans quelques minutes, mais là, pour le moment, nous allons retrouver Valérie Daubigny pour une chronique de littérature jeunesse. Pour la jeunesse, c'est très bien. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Alors, quelle pépite avez-vous déniché aujourd'hui pour nos jeunes lecteurs? Il s'agit d'un très gros coup de cœur, non seulement pour le livre dont je vais vous parler, mais pour la collection Graines de Saint chez MAM, qui existe depuis plusieurs années, se décline autour de grandes figures de saints à partir de Vannes. C'était le tout premier, c'était déjà, j'ose le dire, un petit chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, nous avons Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, dis-nous en qui tu crois. C'est un album qui est magnifiquement illustré par Éric Puybarret, qui s'accompagne d'un CD ou d'un lien vers des plateformes pour écouter tout le contenu. C'est très musical, extrêmement complet. Je vais vous dire pourquoi. À partir de 7 ans, les enfants et les parents, je viens d'avoir, juste avant votre coup de fil, le retour d'une famille qui a écouté ce livre CD en famille. Ils sont grands et les enfants ont dit mais il faut absolument faire connaître cela, on ne connaissait pas cette collection, c'est incroyable. Donc vous voyez, à partir de 7 ans mais sans limite, Charles de Foucauld, dis-nous en qui tu crois, cet album, à l'instar de tous ceux de la collection, reprend des passages spirituels de la vie du saint qui sont mis en mots par Bénédicte Delellis, et on connaît son grand talent. Oui. J'ai eu la joie de la recevoir dans le Libre Journal de la Transmission et nous avions parlé de cette collection. Elle met en mots magnifiquement, en adaptant aux enfants les passages importants de la vie du saint, les moments de bascule, les moments tragiques, le martyre, la rencontre avec le Seigneur, adaptés aux enfants. Et là, c'est pas facile de parler de Charles de Foucauld, parce qu'on connaît tous le début de sa vie, la débauche, l'errance, etc., la tristesse, en fait. Et elle a su parfaitement trouver les mots pour l'évoquer, sans en dire trop, ne disant que le nécessaire. Et de la même manière pour le moment tragique de la fin de vie de Charles de Foucauld, quand le marabout de Tamanrasset, comme l'appelaient les Touaregs, trouve une mort brutale qui est venue mettre fin à son pèlerinage terrestre. Et une particularité de cette collection, que l'on retrouve à nouveau de manière excellente dans cet opus, sont les chants de Anne-Sophie Ram. Anne-Sophie Ram crée les partitions. Et ça devient parfois des tubes dans les paroisses. Hein. Ah oui. Voilà, vraiment. Ceux de Mère Teresa le sont devenus, etc. À faire découvrir au patronage alors. Ah mais carrément, mais vraiment, hein. C'est un support très très complet et quelle que soit la direction dans laquelle nos yeux se dirigent, que ce soit les illustrations, j'en ai déjà parlé, le texte de Bénédicte Delellis, les chants mis en musique par Anne-Sophie Ram, les voix d'enfants. Elle fait chanter des chœurs d'enfants et qui sont, vous allez me dire c'est une évidence, mais ça ne l'est pas du tout, hein, et qui sont justes, ils chantent juste ces enfants. Ah mais ça n'est pas toujours évident, s'ils ne sont pas entraînés, ça peut être catastrophique, oui. Et là, elle s'est associée à des personnes qui sont excellentes dans leur domaine. Il y a des instruments, donc vous voyez tout cela, c'est toute une petite alchimie sous l'égide des éditions MAM qui permettent ce petit miracle à chaque fois, une alchimie de talent au service de la spiritualité. Moi, je suis et bien une bonne nouvelle épatée. Alors, une bonne nouvelle pour les familles. Exactement. Un autre aspect, c'est la voix. C'est pas toujours facile de trouver la voix d'un narrateur qui colle bien avec le saint, qui ne soit pas gnangnan, si je puis dire, qui ne soit pas non plus froide. Et là, la voix de Gérard Rousier, acteur qui est lui-même au service de Charles de Foucauld depuis longtemps à travers un spectacle et qui a été très heureux de participer à ce travail, vient en plus nous prendre par le cœur et nous suivons Charles de Foucauld. Avec les enfants, nous avons envie de marcher sur ses pas de conversion.
Bien. Je suis tout à fait épatée, très heureuse de pouvoir vous en parler ce matin. Merci beaucoup, Valérie. Donc je vous donne peut-être les références, Oui, s'il vous plaît. Sophie. Oui, s'il vous Charles plaît. de Foucault, Dis-nous en qui tu crois, dans la collection Graines de Saint, aux éditions MAM. Il est paru en avril 2025, comporte 48 pages. Le support musical reprend l'intégralité du texte, plus les chansons dont je vous ai parlé, etc. Il coûte 19,90 €. Entre parenthèses, ça aussi c'est un petit miracle. Vous le trouvez absolument partout et c'est une pépite pour vos bibliothèques. Merci beaucoup, Valérie. À très bientôt. Merci Sophie. Au revoir. Voilà un exemple de formation de capital humain très concret, votre interlocutrice. Elle contribue à la formation du capital humain. Ah oui, c'est ce que Valérie Daubigné et son équipe ce que son équipe fait. Ce qu'elles font avec 1, 2, 3 loisirs, elles font un travail remarquable de sélection et de mise à disposition de toutes ces pépites. C'est un vrai travail important. C'est une bonne illustration aux propos que nous avions. Est-ce que je peux, par rapport au sujet juste avant, vous lire une citation très courte Mais je vous en prie. d'un prix Nobel, avec plus d'autorité que le professeur Le Caillon, par rapport à la démographie et à l'économie. Le prix Nobel dit la chose suivante. Nous, économistes, donc il parle, je suis économiste, je dis, c'est le prix Nobel d'économie. Là, on est en direct. Nous, économistes, en particulier les néo-malthusiens parmi nous, c'est-à-dire il évoque tout ce malthusianisme. Le malthusianisme, c'est cette théorie selon laquelle il faudrait limiter les naissances. En particulier les néo-malthusiens parmi nous. Nous sommes concentrés sur quelques effets potentiellement néfastes de la croissance démographique sur l'économie. Et avons ignoré ce qui est souvent, et même je pense généralement, plus important et positif. La croissance démographique a des effets positifs et a démontré des rendements croissants. Malheureusement, ces effets positifs n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisante de la part des universitaires et cette lacune doit être corrigée. Prix Nobel d'économie. Oui. Dans votre livre, vous parlez, et ça rejoint votre propos, vous parlez de la question du travail domestique comme d'un fait économique majeur, mais très peu traité. Est-ce qu'on ne veut pas le voir ? Moi, je me demande, cette évaluer, je comprends que ce soit compliqué de savoir le travail qu'un père ou une mère de famille réalise pour leurs enfants, je sais pas, chauffeur, infirmier, éducateur, cuisinier, etc. Son évolution, son externalisation de plus en plus grande. Est-ce que c'est, à votre avis, c'est volontaire de mettre de côté ce travail ? Est-ce que c'est parce que ça risquerait de mettre en évidence des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir ? Ou est-ce que je me fais des idées ? Non, enfin, au terme de cette recherche, et qui n'est pas que je vais poursuivre, parce que je crois que le sujet en vaut la peine. Je crois qu'il y a une partie idéologique. Évidemment, contre l'idéologie, le scientifique ne peut rien. Pas grand-chose, en tout cas. Oui. Mais il y a aussi une partie, j'allais dire, plus technique, c'est-à-dire, comme c'est compliqué, c'est quand même complexe, comme c'est complexe et difficile, ceux qui reconnaissent que ça devrait être pris en compte finissent par dire, mais c'est trop compliqué, donc passons à autre chose. Sur l'aspect idéologique, dans l'ouvrage, je me suis autorisé, mais je me suis aussi forcé, parce que ça n'a pas été très facile, c'est la partie la plus compliquée pour moi, c'est-à-dire de m'adresser plutôt à des sociologues d'ailleurs que des économistes, des sociologues féministes, mais féministes, j'allais dire radicales, qui, dans leurs écrits, reconnaissent l'importance du travail domestique, le reconnaissent explicitement, certaines allant même par expliquer qu'il devrait être reconnu, voire même reconnu sous forme de prestations, de revenus, mais disent dans la foulée, dans la même phrase quasiment, on ne peut pas le dire, ou il ne faut pas insister là-dessus, parce que ça irait contre leur travail d'égalité homme-femme, d'épanouissement de la femme dans le monde professionnel, dans le secteur marchand, qui est le seul productif, et donc ça serait idéologiquement peu souhaitable. Donc il y a un combat idéologique. Il y a un blocage quand même. Il y a un blocage. Mais il y a aussi, c'est compliqué. Alors je donne des estimations en France et à l'étranger. Le travail domestique, mesurer le temps domestique, le temps dois-je préciser que c'est le temps que l'on passe au sein de la maison. Domestique, c'est la maison, domus, la maison en latin. Donc c'est
toute cette activité, je parlais tout à l'heure de l'école à la maison, un père ou une mère de famille, vous voyez que je suis politiquement correct, j'ai bien dit un père ou une mère de famille. Je remarque. Vous savez, et donc, qui passe du temps, qui consacre une grande partie de son temps à assurer l'école à la maison, ça n'a pas de prix, diront certains, ce qui veut dire que ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire, comptablement, ça n'a pas de valeur. Mais pourtant, comptablement, dans la comptabilité de la nation, ça a zéro valeur. Ça a zéro valeur. Mais on mesure maintenant le travail domestique, c'est évalué en plusieurs dizaines de milliards d'heures. Alors après, comment je chiffre ces heures? Ou bien au niveau du SMIC, ce qui est discutable. Alors, c'est plus simple, mais on va dire, oui, mais attendez, si c'est très valorisant. Si c'est une institutrice qui s'occupe de la formation de ses propres enfants, c'est peut-être qu'elle y contribue mieux, elle est plus performante que, je sais pas quoi, qu'un professeur d'économie. Donc, peut-être qu'il faudrait mieux valoriser le travail d'une mère de famille institutrice que non-institutrice. Et vous parliez des soins aux enfants. Si c'est un médecin, si c'est une femme médecin qui s'occupe de soigner ses propres enfants, ça a peut-être plus d'efficacité que si c'est le professeur d'économie que je suis. Donc, il y a toute une réflexion méthodologique. Comment je vais évaluer ce travail domestique? Donc, on a une fourchette des milliards d'heures par an qui sont consacrés à ce travail domestique, qui aujourd'hui sont comptabilisés pour zéro et ne valent rien. Mais si on les chiffrait, alors selon les différentes méthodes que je viens de citer, soit au SMIC, c'est au minima, soit en tenant compte du salaire que la personne qui consacre du temps au sein de la famille et qui donc renonce à une activité professionnelle rémunérée, combien ça vaudrait? Eh bien, la fourchette va entre 25 et 45% du produit intérieur brut sur les pays. C'est colossal. C'est colossal. Donc pour la France, c'est environ 30%. C'est souvent en plus d'un travail extérieur. C'est-à-dire qu'une mère de famille ou un père de famille qui travaille à l'extérieur ont aussi un temps important au sein du foyer. Dans mon exemple, si je vous prenais l'école à la maison, vous ne pouvez pas faire l'école à la maison et avoir une activité rémunérée à l'extérieur. Ça semble compliqué. Donc l'État fait une économie puisque ça coûte beaucoup moins cher de former des enfants qui sont aussi bien, et certains rapports montrent qu'ils sont mieux formés que par l'école. Mais ça coûte moins cher à l'État, puisqu'il n'a pas à financer l'éducation. Et comme c'est même pas, il n'y a pas de contrepartie monétaire, c'est tout bénéfique pour l'État. Je ne comprends pas pourquoi l'État essaye de mettre des réserves, voire de limiter cela. Ne me dites pas que vous ne savez pas pourquoi. En tant qu'économiste, je ne comprends pas. Au plan économique, mais oui. Je suis un économiste, je vous le rappelle. Bon. J'ai pas l'air. Alors donc, c'est moi qui me permettrais de dire qu'il y a quand même peut-être un tout petit peu d'idéologie. C'est pareil. Alors, prenons la garde d'enfants. Le mode de garde le plus onéreux, ce sont les crèches. Ah, c'est clair. Ça coûte très cher. Si des parents décident de suspendre, je n'ai pas dit d'arrêter, de suspendre leur activité professionnelle pendant le temps nécessaire et non pas recours à la crèche publique, ils suspendent leur activité professionnelle, ils ne touchent rien, et ça a fait une grosse économie pour l'État. Donc en fait, l'État devrait favoriser des congés parentaux pour permettre aux couples d'arrêter de travailler tout en ayant une rémunération fondée sur leur salaire antérieur, que sais-je encore. Ça, c'est pratiqué dans certains pays. Et puis ça s'est pratiqué en France aussi avec le congé parental. Alors, je pense que les conditions sont nettement moins intéressantes maintenant, mais il y a là aussi une idéologie qui fait qu'une femme ne doit pas s'arrêter de travailler ou suspendre son activité professionnelle. Il y a cette idéologie-là. Et puis il y a aussi le fait de cette vision étroite de l'économie, fondée sur on ne regarde que combien ça coûte, et on va dire, vous vous rendez compte, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, avec la dette publique que nous avons, l'homme politique vous dira, mais attendez, on n'a pas les moyens, on voudrait bien, mais on n'a pas les moyens. Comme c'est un investissement, ça ne rapportera que dans 20 ans. Donc aujourd'hui, avec la dette publique, on ne va quand même pas consacrer de l'argent à permettre à des parents de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Ça coûterait moins cher que les crèches. Et ça coûterait pourtant moins cher. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre, à faire cette révolution. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on parle des possibilités d'action concrètes pour prendre en compte le fait familial. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que nos gouvernants pourraient prendre comme décision pour faire en sorte que la constitution de ce capital humain qui nous coûte si cher soit facilitée et produise un développement économique? Puisqu'on est dans cette démarche-là. Alors, non pas par modestie, mais par réalisme,
bien expliqué que le scientifique n'a pas vocation à faire un programme d'action. Il doit l'inspirer, j'espère donner des pistes. Et donc, je n'ai pas proposé très concrètement un certain nombre de mesures, mais j'ai quand même ouvert un certain nombre de portes. Je pense qu'il y a une dimension prestataire, monétaire, disons. Il y a des choses qui existent, on l'a dit tout à l'heure, quotient familial, allocation familiale, ça existe. Ça a été beaucoup édulcoré, c'est-à-dire le quotient familial a été plafonné, les allocations familiales ont été mises sous conditions de ressources, etc. Et donc tout ça existe encore et devrait être amélioré. Pourquoi plafonner le quotient familial ? Ça n'a aucune raison d'être. Le maintenir, bien sûr. Revenir à l'universalité des prestations familiales. Redonner à la politique familiale sa dimension familiale et non pas sa politique d'assistance. C'est très parce que finalement, c'est quand même intéressant de faire la distinction entre politique familiale et politique sociale. C'est fondamental. C'est fondamental. Je propose la création d'un véritable ministère de la famille directement rattaché au Premier ministre, plutôt que ce soit le ministre des Affaires sociales qui s'occupe aussi de la famille, comme si la famille était un mal, un handicap, une maladie, etc. Alors, donc l'aspect prestataire, il y a beaucoup à faire, ne serait-ce qu'à revenir à des choses qui ont été supprimées. Ensuite, si on a compris que la famille produit, il faut aborder les choses comme une entreprise. Une entreprise, quand elle investit, elle amortit son investissement. Donc fiscalement, ça veut dire que je retranche par tranche un certain montant. Alors pourquoi est-ce que, en matière de fiscalité, on ne considérerait pas que ce qui est dépensé pour les enfants, pour la formation du capital humain, c'est un investissement et mériterait d'être déduit du revenu imposable. Bon. Ça, c'est une vraie question. En matière de retraite, s'il y aura une retraite demain, c'est parce qu'il y aura une génération suivante. Donc, ce qui contribue à une génération suivante, ça devrait être pris en compte dans le calcul de la retraite, alors qu'on a tendance plutôt à réduire la dimension familiale des retraites. Donc, en matière de fiscalité de retraite, il y a plein de choses à faire. Au-delà, médiatiquement, culturellement, que la maternité soit un peu valorisée. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Hein. On dit, oh, mais ma pauvre, vous devez arrêter de travailler, etc. C'est pas valorisé. Il faudrait remettre la maternité comme, j'allais dire, c'est une merveille. Et puis comme même une manière de s'épanouir. Ce qui est quand même comme une manière de s'épanouir. Et enfin, et là, je voudrais passer le relais plutôt à des juristes, mais il faudrait redonner au mariage sa vocation de fondation d'une institution familiale avec un contrat de responsabilité. Moi, je suis pour la liberté et la responsabilité. Je ne suis pas pour qu'on demande aux gens de se marier, qu'on les oblige à avoir des enfants. Ça serait atroce pour moi. C'est que ceux qui le veulent puissent les avoir. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Okay. Vous savez que les couples souhaiteraient avoir 2,3 enfants, ils n'en ont plus que 1,6. Est-ce si on permettait au moins à ceux qui le souhaitent de les avoir, en responsabilité, droits et devoirs. Hein, je reçois des aides et je dois assumer cet investissement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et j'en propose pas mal. Mais je crois que le temps est compté. Oui. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Je renvoie tous nos auditeurs vers votre livre « La famille au cœur de l'économie » de Jean-Didier Lecaillon, publié aux éditions Salvator. Et nous passons maintenant à notre coup de cœur. Quel coup de cœur avez-vous choisi de proposer à nos auditeurs ? Écoutez, ma première idée était de vous parler de la haute montagne, de ces conquérants de l'inutile, comme les appelait Lionel Terré, mais ce serait trop long. Donc, par rapport à notre sujet, et peut-être pour me faire pardonner d'avoir été un peu peut-être trop mécanique et trop économiste, vos éditeurs connaissent peut-être pas, mais mes cheveux blancs que j'évoquais tout à l'heure me font penser à une grande chanteuse pour moi, c'est Marie Laforêt. C'est une comédienne également, c'est une actrice. Et Marie Laforêt, chacun retrouvera ça sur YouTube, a écrit et chanté une chanson qui s'appelle « Cadeau ». Et mon coup de cœur, c'est cette chanson. C'est Marie Laforêt qui chante « Cadeau ». Je ne sais pas si j'ai 10 secondes, 20 secondes pour expliquer. Oui. Pas plus. Alors, ça commence par une voix d'enfant, c'est Marie Laforêt qui parle. L'enfant, à l'après-vert, fournit à sa maman une liste de services qu'il a rendus tout au long de la semaine. C'est à l'époque où on parle encore en francs et en centimes. C'est voilà, j'ai fait ceci, 1 franc et 50 centimes, etc. J'abrège. Et à la fin, il fait la somme et il dit voilà ce que ça coûte. Et Marie Laforêt, à ce moment-là, prend le relais avec sa voix personnellement, c'est subjectif, que je trouve sublime, et elle chante, et elle énumère tout ce qu'elle a, y compris enduré, pour avoir son enfant, l'élever,
Et à chaque fois, elle ne donne pas un prix, elle dit c'est cadeau. Et ensuite, l'enfant reprend la parole, il retourne le papier qu'il avait tendu à sa maman et il marque cadeau. Et on l'entend qui dit maman, je t'aime très beaucoup. Et moi, je suis très sensible à cette chanson cadeau. Merci beaucoup. Donc, cadeau de Marie Laforêt à écouter. Un grand merci, cher Jean-Didier Le Caillon, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci de nous avoir éclairé sur quelques aspects des liens entre la famille et l'économie. Merci à Benoît, notre réalisateur. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un mois. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.